Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est un tutoriel que nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre du Polo de Paris. Un tutoriel qui va porter, mon cher Quentin, sur le loft des clubs. Alors le loft, vous le savez, c'est le nombre de degrés d'inclinaison que possède votre face de club. Et il se trouve que les clubs que vous jouez aujourd'hui, eh bien, sont toujours conçus autour de standards qui ont été créés en 1965. Qui ne datent donc pas d'aujourd'hui et qui méritent un petit rafraîchissement. C'est donc un problème sur lequel nous nous sommes penchés pour vous amener une solution véritable sur cette question des lofts nécessaires en fonction du type de club que vous jouez et en fonction de divers paramètres qui forment votre swing. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Mon cher Quentin, je suis ravi que nous soyons ensemble pour discuter de cette question, une question dont nous avons beaucoup débattu, toi et moi. Oui, on y a passé du temps là. Alors on parle dans le titre de ce tuto déjà de loft, on parle de standard, donc on va expliquer un petit peu tout ça. Pour commencer, bien sûr, qu'est-ce que le loft d'un club? Le loft d'un club, c'est l'orientation de la face de club vers le ciel. Ça se calcule en degrés. Voilà, exactement. Et puis, il y a un standard qui date de 1965, ça ne rajeunit pas. Non, tout à fait. Qui est pour un fer 7, le standard est à 34 degrés. Voilà, c'est ce que l'on peut retrouver notamment dans les tableaux du PGA Tour. Voilà. Bien, donc en fait, nous nous rendons compte qu'il y a des lofts, qu'il y a donc en fait une norme qui date quand même de 1965. Et justement, ma question, c'est, mon cher Quentin, n'y a-t-il pas eu depuis 1965 suffisamment de progrès et d'évolution pour que quelque part cette notion de loft initial soit légèrement remise en cause? Alors, elle n'est pas remise en cause, on la remet à sa juste place parce que, en fait, l'évolution des clubs, des matériaux, de tout ça, a fait que les trajectoires de balles ont changé. Exact. Donc à partir de là, le standard qui est pris, le fameux standard de 65, c'était pour les lames. Alors voilà, puisqu'à l'époque, en fait, tous les clubs ressemblaient un peu à ça. Exactement. Donc il n'y avait qu'une seule norme, ce qui était parfaitement logique. Sauf que maintenant, on se retrouve en plus avec ce qui s'appelle des cavity back, des clubs légèrement creusés, on appelle ça des semi-lames aussi. On a du hollow body, qui sont des clubs creux, cette fois-ci. Voilà. Et du super game improver, qui soit creusé ou plein comme ça. Donc là, ça peut être effectivement du hollow body, mais ça peut être du gros cavity back également. Mais c'est du super game improver pour aider vraiment la balle à se lever. Voilà. Donc, comme il y a plusieurs conceptions différentes, forcément, les trajectoires vont être différentes. Et ça, les marques l'ont bien repéré, puisque non seulement d'une marque à l'autre, mais à l'intérieur d'une même marque, ils présentent plusieurs modèles dont les lofts de fer 7 ne sont pas identiques. Oui, alors justement, là, on vient de parler de tête de club, de forme de tête de club, et on va voir évidemment que chacun de ces types d'architecture va provoquer en fait une hauteur différente. Voilà. Pourtant, je dirais ce qui serait le cas même si ces clubs avaient le même loft en fait. Oui. C'est-à-dire qu'avec le même loft, un loft de 34 degrés, gardons cette norme pour l'instant, avec eh bien nous allons observer en fait des différences de trajectoires qui sont liées non pas au loft du club, mais qui sont simplement liées à l'architecture et à la conception en fait de ce club. Parce que mon cher Quentin, en dehors de la tête de club, puisque là tu viens de nous montrer des têtes de club différentes, avec des types d'architecture différents, il y a aussi d'autres choses qui ont pas mal changé depuis 1965. Un truc qui s'appelle le moteur du club, je crois. Tu parlerais pas du shaft par hasard? Déjà, la première chose, c'est qu'en 65, le shaft carbone, le shaft carbone n'existait pas beaucoup. Non, celui-là, il existait pas. Donc déjà, hop, tout le monde était en acier. Et travailler l'acier à l'époque, c'était pas si évident, même s'il y en a qui s'en sortaient vachement bien. Mais ça se travaille pas si facilement, même encore aujourd'hui. Non, puisque le travail de l'acier, ça correspond à ces steps notamment. Et puis voilà, donc ces steps aux cannelures permettent d'assouplir certaines parties du manche plus que d'autres, on va dire. Mais l'acier reste l'acier. C'est un matériau qui structurellement reste un matériau quand même rigide, assez difficile, ce qui n'est pas, me semble-t-il, le cas du carbone. Eh non, et là j'en ai un beau, celui-là je l'aime bien aussi, c'est un Tensei,
là, tout de suite, comme le carbone, on peut le travailler, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on le travaille du début à la fin de la conception. Ouais. Donc on en fait, entre guillemets, ce qu'on en veut. Oui. Donc les points de flexion, Oui. le poids... Le poids, parce que c'est beaucoup plus léger. Bah oui. Donc ça va avoir bien sûr une influence également sur la trajectoire de la balle, puisque l'accélération ne va pas être placée forcément au même moment. Hein. Exactement. Donc déjà, ça va influencer aussi la trajectoire de la balle. Exact. Donc ça va avoir une incidence avec... C'est déjà un plus en plus Oui, donc de la en tête fait, de club. c'est ça, il va falloir comprendre pour avoir une trajectoire qui en finalité, je dirais, est performante en fonction du niveau de chacun et donc en fonction du type d'architecture de club retenu par chacun. Il va falloir donc combiner en plus toutes ces données, ce loft de tête de club, également avec les points de flexion du manche. Ça commence à faire pas mal. Et puis en plus, il n'y a pas que ça qui a changé depuis 1965. Les balles. Ah, bah oui, les balles. voilà. En 65, les balles, c'était un peu pas un modèle unique, mais ils ne faisaient pas beaucoup de différentes. Là, aujourd'hui, non seulement elles sont très différentes, mais en plus, elles sont aussi adaptées au type de joueur. Là, par exemple, on a tu une as balle une balle 2 pièces. J'ai une balle 2 pièces. Très bien. Maintenant, ici, on a une balle 3 pièces. 3 pièces. Très bien. Voilà. Et une balle 4 pièces. Alors, ça va jusqu'à 5, je crois, non? Oui, absolument. Voilà. Jusqu'à 5 pièces. Jusqu'à 5 pièces. Sachant que le nombre de pièces en plus ne conditionne pas le type de hauteur de balle en soi, puisque à l'intérieur d'une balle 3 pièces, on peut, en jouant sur la densité des couches internes de la balle, eh bien on va jouer sur le moment d'inertie, donc sur sa vitesse de rotation, et ce qui va bien sûr rentrer en ligne de compte. Le spin et le spin. Exactement, ça crée de l'élévation. Donc ça veut dire que la balle moderne va nous amener aussi à réviser cette notion de loft. Exactement. Puisque la hauteur totale du coup, avec certains outils d'aujourd'hui, eh bien, avec le loft standard de 1965, nous donnerait des trajectoires tellement hautes et différentes, mais elles peuvent nous donner des trajectoires tellement hautes qu'elles en deviennent à ce moment-là complètement aberrantes. Donc, si nous restons fidèles à ce qu'on vient de dire, on se rend compte qu'en fait, en fonction du type d'architecture retenu, le loft varie. Donc, en fait, il est très difficile de se baser sur un tableau figé niveau des lofts, puisque en fait, les architectures de club en elles-mêmes amènent des résultats différents. Voilà, non seulement l'architecture du club, mais le shaft et la balle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plus de paramètres à prendre en ligne de compte que ça, que le simple loft. Le loft n'étant que un des éléments qui va nous permettre, je dirais, d'obtenir la trajectoire idéale en fait, qu'on recherche en fonction de son niveau et donc de type d'architecture de club qu'on a retenu. Exactement. Et bien donc, en fait, on va commencer à voir dans le détail comment est-ce que ça se traduit. Alors, comme le loft ne rentre plus vraiment en compte dans les données à prendre, il y a forcément quelque chose d'autre qui va nous indiquer clairement la meilleure qualité de trajectoire suivant le public demandé. Et pour nous, clairement, ce meilleur point de repère, ça va être l'angle de décollage de la balle, le fameux launch angle, qui va différer suivant l'architecture, et donc le loft, et donc le shaft, etc. Mais c'est l'angle de décollage de la balle qui va dire tel club est adapté ou pas à tel public. Exact, c'est très bien vu. Alors, c'est vraiment très bien vu parce que en fait, on va se rendre compte comme ça que le loft n'est pas lui qui va déterminer exactement la hauteur de la balle. Le loft n'est qu'une composante des éléments qui vont déterminer la qualité de la trajectoire de cette dernière. Donc nous allons commencer. Nous avons fait des tests de façon à voir comment est-ce que chacune de ces catégories de clubs nous proposait comme angle de décollage, donc de launch angle. Et c'est ce qui dorénavant, bien sûr, va être notre norme, car le système nous paraît beaucoup plus complet. Beaucoup plus réaliste. Et beaucoup plus réaliste, exactement, qu'un système de loft figé à 1965 et qui ne tient pas compte, en fait, de l'évolution à la fois des clubs, mais également des matériaux qui sont employés pour la réalisation de ceux-ci. Voilà. Alors donc, plein de courage, nous avons commencé par prendre une lame, que nous avons tapée avec un manche qui nous semblait cohérent
pour frapper une lame, à savoir un manche en acier, Voilà. tout simplement, parce que ce type de club se prête avec particulièrement bien à des shafts acier. Donc là, il y a une cohérence. Et là, nous avons noté un angle de décollage qui, donc, pour nous, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus cohérent qu'un simple loft. Nous avons obtenu donc pour avoir la meilleure trajectoire possible, le launch angle, l'angle de décollage de la balle devait être entre 18,5 degrés et 20,5 degrés. Exactement, entre 18,5 et 20,5. Voilà. À noter que sur le tableau, je ne sais pas si tu as parlé de ça, sur le tableau PGA, en fait, l'angle idéal pour un fer 7 est donné à 16,5. Voilà. Donc nous serions 2 points au-dessus. Alors, c'est tout à fait vrai. Mais simplement, sur le circuit, on joue avec des balles à très haute compression parce qu'on frappe généralement assez fort. Ce qui veut dire qu'on prend des balles qui sont, je dirais, low spin, d'une façon assez globale. Et puis surtout, on travaille les trajectoires. Et on travaille les trajectoires de balles, donc on écrase beaucoup la balle pour la garder basse. On la joue plus en draw qu'en fade sur un certain type de coups, sur un certain nombre de coups. Donc en fait, il nous paraît tout à fait logique en jouant avec une balle standard, le manche qu'il faut, donc un manche acier et sur une tête de lame, d'obtenir l'angle d'attaque que nous venons de vous donner. Voilà. Ensuite, nous avons testé les semi-lames. Le cavity back, le cavity back, et cette fois-ci, nous avons, pour obtenir une trajectoire qui nous semblait être la plus logique et parfaite possible, nous avons cette fois-ci, un angle de décollage qui est compris entre 20,5 degrés et 22,5 degrés. Exact. Troisième type d'architecture que nous avons testé, on passe sur le hollow body, le club creux cette fois-ci. On a un chevauchement évident entre chaque gamme de clubs au niveau des angles. Parce que dès qu'on voit une différence de 3 degrés, on a la trajectoire complètement différente. Voilà, parce qu'il faut savoir ça, 2 degrés d'écart à l'arrivée, ça donne vraiment beaucoup de hauteur en plus ou en moins. Donc sur le hollow body, on était cette fois-ci sur une gamme de 21 degrés à 23 degrés d'angle de décollage de la balle pour nous, ce qui était la trajectoire la plus optimale. Exactement. Il existe pour finir la catégorie des Super Game Improvers, qu'ils soient hollow body ou en cavity back ou pas. Voilà. Et cette fois-ci, alors on a noté aussi bien sûr une augmentation de l'élévation de l'angle de décollage, puisque cette fois-ci nous étions entre 22 et 24, qui nous semblait vraiment les degrés optimales. Exactement. Bon, écoute, ça m'a l'air très clair cette histoire, mon cher Quentin. Alors, ça veut dire, si je comprends bien, qu'en fait, un loft de 34 degrés sur un Super Game Improver, ça nous donne une trajectoire de balle qui n'est absolument pas ce que nous donne un 34 degrés si c'est une lame. Voilà, exactement. D'où la cohérence de réfléchir autour de l'angle de décollage plutôt que du loft. Le loft n'est vraiment qu'une composante de la trajectoire globale de la balle. Puisqu'il faut prendre en compte plein d'éléments. Donc le loft, le shaft, la conception du club, la balle, la vitesse, il y a énormément de choses. Entre la lame et le Super Game Improver, il y a une technologie différente, il y a une conception complètement différente. Donc forcément, le but du jeu est plus de travailler pour obtenir une trajectoire et non pas de se dire il me faut ce loft. Avec toute la technologie, je vais bidouiller pour essayer d'avoir une trajectoire. Le plus simple, c'est de se dire voilà, je veux une trajectoire, voici la technologie que je veux. On met ça dedans, et maintenant, c'est quoi le loft pour avoir la trajectoire optimale? Voilà, puisque nous avons vu, c'est un exemple qui est très parlant, nous avons vu en prenant des Super Game Improver avec des fer 7 loftés aux alentours de 28-27 degrés, voilà. On les a vus avoir des angles de décollage supérieurs à des lames qui étaient loftées à 34 degrés, c'est-à-dire dans la norme de 1965. Donc le loft ne peut absolument plus être pris en ligne de compte, c'est pourquoi nous allons prendre dorénavant pour l'attribution de nos notes lors de nos tests, nous allons prendre cette fois-ci l'angle de décollage comme référence, puisque c'est celui qui réellement compte quant à la performance de la balle et à la qualité de sa trajectoire, bien sûr. Et puis ça simplifie tout. Et puis ça simplifie beaucoup de choses, parce que ça ne ment pas. Ça ne ment pas parce qu'on est sur du réel, on est sur une véritable hauteur de trajectoire de balle qui ne peut être jugée que sur son ensemble, sur l'ensemble de la performance que rend le club, et non pas que sur le loft, puisque en fait, on se rend compte qu'il n'est pas suffisant. Voilà.
Mon cher Quentin, j'espère que cette explication a été simple. Je l'espère aussi. Moi, j'ai compris. Donc déjà, c'est une bonne base. Alors, il faut dire que pour nous, c'était un sujet très intéressant. On y a passé du temps. Oui, mais c'était passionnant. Parce qu'en ouais. fait, c'est un domaine, vous le comprenez, dans lequel beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. On est obligé, bien sûr, de faire quelques choix par moment en disant ça va compter davantage, ça, on va le comprendre mieux, effectivement, pour simplifier, puis même pour nous-mêmes, pour avoir une vision très claire de la façon à laquelle on veut analyser les qualités d'un club. Donc, il en ressort, vous l'avez compris, j'espère que le titre de ce tuto, Loft, les nouveaux standards, bah oui, puisqu'en fait, les standards de 65, ils ont disparu, il n'y en a plus. Si. Donc, ce qu'il reste comme standard, alors oui, on se rapproche de ces caractéristiques de l'époque, de 1965, si on joue de la lame, donc du full body, sur du manche acier. Voilà, là, on s'en rapproche, ce qui est logique, puisque c'est le genre de trajectoire toujours. Exactement. Eh bien, écoutez, c'est parfait, mon cher Quentin. Nous voilà arrivés au terme de notre réflexion et de ce tutoriel. J'espère que vous avez passé un moment instructif et intéressant. Mon cher Quentin. Bah, il n'y a plus qu'à y aller. Je crois aussi. On va réfléchir à d'autres choses maintenant. Exactement. À bientôt sur Avigolf. Au revoir. Bon golf à vous.